L'édition 2023 du Forum de Boao pour l'Asie s'ouvrira le 28 mars prochain sur le thème « Un monde incertain, solidarité et coopération pour le développement face aux défis ». C'est la première année depuis le début de la pandémie de Covid que l'événement se tiendra entièrement en présentiel. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau mes collègues Nicolas Hirurzin, commentateur, et Sandra Soué, présentatrice. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Mais d'abord, un petit rappel de ce qu'est le Forum de Boao, que certains surnomment le Forum de Davos asiatique. Créé en 2001 sous l'impulsion de la Chine, le Forum de Boao pour l'Asie est une organisation internationale à but non lucratif qui organise des forums de haut niveau pour des dirigeants de gouvernement, des chefs d'entreprise et d'universités, aussi bien d'Asie que d'autres continents, afin qu'ils partagent leur vision sur les questions les plus urgentes dans cette région et dans le monde en général. Cette année, les discussions devraient notamment tourner autour de 4 thématiques: développement et inclusion, efficacité et sécurité, régionale et mondiale, ainsi que présent et à venir. Alors je vous propose, Nicolas et Sandra, qu'on discute autour de ces 4 thématiques. Alors tout d'abord, le thème principal du Forum de Boao de cette année est « Un monde incertain, solidarité et coopération pour le développement face aux défis ». Alors de quelles incertitudes et de quels challenges parle-t-on? Quels sont les défis aujourd'hui en Asie? Alors, on ne peut pas séparer l'Asie du reste du monde, parce que ce qui se passe en Asie, c'est aussi ce qui se passe à travers le monde en général, notamment avec ce qui s'est passé avec l'épidémie de Covid. Donc là, c'est vrai qu'on maintenant, après 3 ans, on est enfin sorti un peu de cette crise épidémique mondiale qui a bien sûr touché tous les pays. Les pays d'Asie ont été touchés, il y a eu évidemment des problèmes économiques qui sont dus à cette crise épidémique. Donc, les pays d'Asie doivent en fait rebondir, retrouver une économie plus positive, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'économies qui se sont contractées dues à ces problèmes d'épidémie de Covid-19. Donc ça, c'est un défi à relever, c'est comment remonter un peu le PIB de l'économie en général mondiale, et puis en Asie en particulier. Je dirais ensuite, il y a des crises sécuritaires, malheureusement en Asie aussi. Il y a des problèmes entre différents blocs qui peuvent parfois créer des tensions, je pense au niveau de la mer de Chine méridionale, par exemple, la crise avec les essais nucléaires en RPDC. Donc c'est vrai que c'est des choses que les pays d'Asie doivent regarder en face et arriver, en fait, grâce à la négociation, à la discussion. Et c'est pour ça que la Chine, là-dessus, prône toujours la discussion et essayer de relever les défis de sécurité par la négociation. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros défi à relever pour les années qui viennent, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est des points chauds qui doivent être maîtrisés avant que ça peut déraper. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, en Ukraine, si on n'éteint pas le feu avant. Donc ça, il y a aussi les problèmes, on parle de la crise ukrainienne, mais évidemment, cette crise ukrainienne, elle touche aussi l'Asie, puisqu'il y a des problèmes énergétiques, c'est une crise énergétique mondiale. Il y a une crise de l'inflation est mondiale, donc en Asie aussi. Malheureusement, il y a aussi une crise alimentaire, donc tout ça, c'est à régler. L'Asie doit aussi pouvoir diversifier un peu ses approvisionnements énergétiques ou alimentaires. Et il y a certains pays d'Asie qui souffrent aussi beaucoup d'un endettement assez fort, par exemple le Sri Lanka. C'est aussi les défis que les pays d'Asie doivent essayer de surmonter ensemble. Donc pour vous, surtout des défis économiques et sécuritaires. Comment est-ce que vous interprétez ce thème, Sandra? Et du point de vue de la croissance économique, la part de l'Asie dans le PIB mondial ne cesse de croître et son statut international continue de s'améliorer. Donc les perspectives asiatiques sont certaines. On voit bien que l'Asie a la capacité de mener à bien le multilatéralisme et un développement diversifié. Mais dans ce processus, il y a à la fois des opportunités et les défis. Par exemple, les pays, on sait bien que les pays asiatiques ont beaucoup de potentiel, mais je pense qu'à l'heure actuelle, un des plus grands défis, c'est peut-être de savoir former un modèle de développement équilibré qui puisse être discuté et construit surtout conjointement à de différents niveaux régionaux, nationaux et culturels afin de répondre aux problèmes communs. Et d'autre part, je pense que la paix et le développement
développement sont les aspirations éternelles de toute l'Asie, et je pense même toute la société humaine. Ils sont confrontés aujourd'hui à de nombreux défis, et surtout le multilatéralisme aujourd'hui est confronté à une crise de plus en plus intense. Donc c'est l'unilatéralisme et le protectionnisme qui entravent la coopération et la solidarité régionale, et qui construit selon moi, un des plus grands défis à la paix et au développement en Asie, voire dans le monde. Et malheureusement, on le savait tous que la pandémie de Covid-19 qui a débuté en 2020 et la crise économique qu'elle a provoquée ont amplifié tous ces défis. Alors, développement et inclusion régionale et mondiale sont des thématiques de cette année. Alors, comment est-ce que le Forum de Boao peut contribuer au développement économique de la région? Déjà, c'est un forum de discussion, donc c'est vrai que c'est un peu les élites politiques, les élites économiques, universitaires, c'est le Davos de l'Asie. Donc il va y avoir beaucoup de discussions, des forums pour expliquer où sont les points difficiles, justement on parle des défis, enfin on a brossé les défis à grands traits, après il y a des défis spécifiques à chaque pays, les niveaux de développement, comme Sandra l'a dit, sont différents. Il y a des inégalités qui se sont accrues dans certains pays à cause de la crise. Donc comment remédier à ces problèmes à travers des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens, peut-être plus d'échanges. Je pense qu'on va aller vers davantage d'échanges commerciaux, davantage de partenariats entre les pays. C'est un peu ça en fait, quand on parle d'inclusion, on parle de... C'est un peu, voilà, c'est comment, à travers tous ces échanges à la fois commerciaux, politiques, de personne à personne, pour voir un peu que tout le monde puisse gérer en fait le problème global en fait. C'est-à-dire que ça dépend plus d'un seul pays. Maintenant, les économies sont tellement liées que ce qui se passe dans un pays va affecter l'autre. Donc c'est justement dans ces forums où il y a des discussions, des pistes qui vont peut-être être trouvées et explorées plus tard. Donc trouver des solutions communes finalement. Il faut, oui. Alors on parle d'inclusion, il s'agit d'inclure qui et à quoi, Sandra ? Et en fait, dans le mot inclure, je vois surtout le sens de intégrer et combiner. Et on sait que le Boao de cette année se concentre sur l'accélération de la reprise économique post-pandémique, d'où vient le sens d'intégrer, puisque nous avons besoin que les efforts de tous les côtés, de toutes les parties soient intégrés pour renforcer la coordination des politiques et la solidarité afin de relever les défis en commun. Et il y a aussi le sens de combiner. Pour moi, il s'agit de combiner les moyens différents dans les secteurs différents. Comme le Boao se compose en plusieurs sessions parallèles avec les thèmes différents comme la sécurité, le tourisme, le développement durable, la revitalisation rurale et ainsi le soin de la santé et l'innovation technologique, etc. Donc tous ces moyens et dans les secteurs différents sont combinés pour faire avancer des choses. Alors, quelle influence est-ce que les pays asiatiques ont aujourd'hui sur la scène mondiale ? Comme Sandra l'avait dit, le poids économique de l'Asie avant la pandémie était vraiment très fort, avec un développement, un accroissement de plus en plus. Les parts de marché étaient de plus en plus grandes dans des pays d'Asie dans le monde en général. Donc c'est vrai que ça a un peu freiné, mais c'est pas je veux dire que c'est une tendance à long terme. Donc finalement, je pense que les pays d'Asie vont réussir à revenir dans le jeu, dans cet développement économique. Ils vont pouvoir revenir dans les échanges. Et je pense qu'en général, dans quelques années, je pense que l'épidémie sera bien derrière nous et les économies d'Asie seront reparties d'un bon pied. Mais c'est vrai que voilà, à travers, par exemple, je pense que l'ASEAN, par exemple, c'est toute cette organisation des pays d'Asie du Sud-Est qui est très performante et qui a des liens très étroits avec la Chine, puisque la Chine est le premier partenaire de l'ASEAN. Et je pense qu'en fait, si ces pays-là déjà travaillent ensemble et ont vraiment un développement, en plus il y a vraiment beaucoup d'innovation dans ces pays. Je pense au Vietnam par exemple, qui est vraiment l'Indonésie, même ils ont beaucoup de potentiel en fait. Donc s'ils arrivent à travailler ensemble, je pense que les pays d'Asie vont avoir une influence grandissante dans l'économie mondiale en suivant un peu l'exemple de la Chine, en étant aidés un peu par la Chine. Et bien sûr, je ne parle pas de la Corée du Sud ou du Japon, qui sont déjà des pays développés et qui ont déjà une influence très importante au niveau mondial. Alors vous parlez de l'influence de la Chine. Quel rôle justement la Chine joue-t-elle dans ce développement économique dont vous parlez, du développement économique de la région ? Vous avez suivi tous les deux de près les 2 sessions de cette année. Quelles mesures annoncées par la Chine vont dans ce sens-là ? La Chine,
elle essaye là en ce moment de vraiment de s'engager dans le multilatéralisme et de travailler de concert, c'est-à-dire dans un développement mutuellement bénéfique en fait, hein, que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un pays qui s'impose par rapport aux autres, mais que si le développement de la Chine peut profiter à d'autres pays, ça sera bénéfique pour la Chine et pour les autres pays. Donc ça, c'est à travers les routes de la soie, par exemple, ça aussi, l'initiative Ceinture et Route. On voit bien que la Chine essaye de développer des infrastructures dans différents pays d'Asie pour augmenter les échanges commerciaux, pour augmenter en fait toute cette économie régionale. Et ça aura bien sûr un impact après à travers le monde entier. Donc les initiatives qui ont été données dans les 2 sessions, par exemple aussi au niveau de la santé, c'est-à-dire comment trouver un moyen ensemble de pouvoir régler s'il y a des problèmes de santé au niveau mondial ou régional dans un grand sens. Et comment on peut se mettre d'accord, comment trouver des solutions en commun. Et par exemple, aussi pour le développement durable, pour l'environnement. Ça aussi, c'est une question qui touche tous les pays ensemble. Donc ça, voilà, c'est des thèmes qui ont été vraiment développés au cours des 2 sessions. Et je pense ça et les technologies, bien sûr, qui sont... ça, c'est l'avenir. On dépendra beaucoup des technologies. Donc ça également, comment renforcer la cybersécurité. Donc ça aussi, c'est un thème important. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous dites ? Et c'est vrai que moi, je voudrais aussi parler de la ceinture et la route, l'initiative lancée par le président Xi en 2013 et qui a donné une nouvelle vision au monde sur l'ouverture des pays asiatiques, voire le monde entier. Et depuis la mise en œuvre de cette initiative, elle a eu des résultats remarquables en Asie et surtout pendant la crise sanitaire, elle a joué un rôle très important et a aidé les pays à redresser leurs économies. Et dans le cadre de cette initiative, la Chine a coopéré avec les pays asiatiques en matière de connectivité, du commerce et des investissements industriels. Et donc les pays qui sont situés le long de la route sont reliés par les transports maritimes, aériens, terrestres et en ligne, donc ce qui facilite la coopération et l'échange commercial parmi ces pays situés le long de la route. Et donc on peut croire que cette initiative, en fait, c'est une initiative, une plateforme qui évolue avec son temps et qui pourrait certainement promouvoir l'ouverture des pays asiatiques. Oui, donc finalement, la reprise post-épidémique se fera mieux si elle se fait ensemble. Alors rapidement, avant de nous quitter, peut-être un mot sur ce que vous évoquent les thèmes d'efficacité et sécurité et présent et avenir, qui sont 2 autres thèmes de cette année. En sécurité, évidemment, quand on ne peut pas ne pas penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, avec la crise ukrainienne. Donc évidemment, en fait, la Chine avait proposé une initiative de sécurité commune, donc c'est-à-dire comment tous les pays peuvent assurer la sécurité mondiale ensemble, c'est-à-dire quels sont les moyens que les pays peuvent mettre en œuvre pour éviter ce genre de conflits, de dérapages, de guerres, qui sont bénéfiques pour personne en fait. C'est une perte pour les pays qui sont en conflit et pour le reste du monde. Donc le développement, c'est-à-dire gagnant-gagnant, coopération, discussion, toujours régler les problèmes par la négociation, que le développement économique ne doit pas se faire au détriment d'un autre, c'est-à-dire qu'on doit tous essayer de trouver des moyens de se développer en commun. Donc discussion, c'est les principes d'harmonie à la chinoise. Et ça, je pense que c'est un grand point que la Chine va essayer de propager maintenant, cette initiative de sécurité commune, et aussi lutter contre la cybercriminalité. Qui est un grand thème. Et vous, Sandra, que vous évoque ces thèmes ? En fait, je voulais surtout parler du présent et de l'avenir. Le monde vient de sortir de la crise épidémique, donc on va dire que la reprise économique est encore fragile, sans oublier les contradictions aggravées entre certains pays. Et en même temps, la question de changement climatique est aussi devant nous, donc c'est vrai qu'on ne vit pas dans les jours les plus sereins. Mais on constate que l'innovation et le vert ont toujours été les mots-clés pendant le forum de Boao, et les sous-forums se sont organisés aussi autour du thème de développement vert, de développement innovant. Et donc la raison pour laquelle il y a un tel niveau d'attention à ce dossier, c'est parce qu'il représente la tendance d'aujourd'hui, une tendance nécessaire et urgente. Et en fait, pour cela, je pense, en fait, on voit bien que c'est un défi pour tout le monde, mais en même temps, je pense que c'est double tranchant.
je pense que la lutte contre le changement climatique offre au pays aussi une opportunité de transition verte. Et c'est pour cela qu'au milieu de ce siècle, et probablement, hein, on l'espère en tout cas, la plupart des pays du monde sera neutre en carbone et probablement la compétitivité de l'économie et de l'industrie de chaque pays dépendra en grande partie de leur niveau d'écologie. Donc les pays doivent se préparer, doivent planifier une transition verte le plus tôt possible. Oui, donc pour faire du développement vert une urgence. Merci à tous les deux. Alors nous ne manquerons pas de suivre de près le forum de Boao pour l'Asie de cette année qui s'ouvre donc mardi 28 mars prochain dans la province méridionale chinoise de Hainan. Merci encore à vous Sandra et Nicolas d'avoir été avec nous sur ce plateau et je vous retrouve pour la suite du journal après une courte pause. À tout de suite.